Tac. Allez, partage d'écran. Ok, vous avez bien tous mon écran? On est bon? Allez, alors c'est parti. Donc, de façon générale, posture et danger, ça va être l'appréhension de une bonne posture naturelle jusqu'à quand je réalise un exercice ou des exercices clés, comment je vais gérer la sécurité. Il y a des exercices sur lesquels je dois parer, d'autres pas, d'une certaine façon, ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, on va dire que la posture, c'est la position du corps ou d'une partie du corps dans l'espace. La posture lutte contre la gravité grâce aux courbures naturelles de la colonne vertébrale. Le centre de gravité du corps se situe au niveau de la troisième vertèbre lombaire. Donc, tout simplement, moi, je vais avoir une courbure avec les fesses un peu plus en arrière, les épaules très en arrière ou un peu plus en avant, etc. Mais ça va impliquer certaines choses, tant dans ma pratique sportive que dans ma vie de tous les jours. Si je suis très grand, avec des fémurs très grands, un buste court, ou à l'inverse, un très grand buste et des longs bras, je ne vais pas ressentir peut-être les exercices de la même façon. Je ne vais pas travailler mes muscles de la même façon. Donc tout ça, ce sera à vous, au fur et à mesure de l'année, d'apprendre à le gérer et à travailler avec. Donc d'abord, la colonne vertébrale, donc, elle confère au dos, pardon, un rôle de soutien de la tête et de protection de la moelle épinière. Donc elle est composée de 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, et ensuite on a le sacrum et le coccyx. Elle a un rôle dans la mobilité et la posture. La colonne vertébrale, on est déjà parti? Allez, alors on va avancer de quelques diapos. On va voir comment on part. Ah, tu me dis, c'est pareil, moi, c'est pareil, hein. Ah, bah, tu me dis après. On va, pendant le cours, monter à l'étage. On a un athlète qui est en train de s'entraîner et qui a besoin d'être paré au squat. Donc, on va voir comment on part un squat, justement. Donc, il me rappelle dès qu'il sera un peu plus chaud. Donc, euh, préserver la posture du tronc et maintenir la position debout. Si on avait la colonne vertébrale droite comme un I, on ne pourrait pas se maintenir debout. C'est le fait qu'elle soit légèrement incurvée qui répartit la charge, en fait. Elle permet les mouvements de torsion du tronc, de flexion du tronc ou encore de traction. Donc, on a une lordose cervicale et pas verticale, autant pour moi, petite erreur de frappe. Syphose dorsale ou lordose lombaire. On verra qu'est-ce que c'est au fur et à mesure. Donc, on vérifie la posture via les plans qu'on avait vus au premier cours, nomenclature de base. Le plan frontal en vue de face, le plan sagittal vue de côté, le plan transversal dessus-dessous. De face, il peut s'avérer que j'ai rien d'alarmant. Par contre, de profil, on voit que, eh ben, en fait, j'ai une hyperlordose. Mes fesses sont très en arrière, mon dos est très courbé. Mais de face, ben, il n'y a aucun signe, peut-être qu'il va le laisser transparaître. Donc, vous, votre rôle, c'est d'avoir un visu à 360, de haut en bas, de bas en haut. Et à partir de ce diagnostic visuel, vous allez pouvoir établir des postulats de départ. Si votre athlète a les épaules vers l'avant, les mains enroulées, on peut supposer très fortement qu'il y a des rotateurs internes très forts, à savoir peut-être le pec et le biceps très forts, par exemple. Donc, une bonne posture, c'est une bonne répartition des appuis au sol qui nous permettent d'être équilibrés. Un bon alignement cheville, genoux, hanches, épaules. Les genoux qui rentrent vers l'intérieur, c'est pas terrible. À l'inverse, les jambes arquées vers l'extérieur non plus. Les épaules enroulées, la tête penchée vers l'avant. Ou au contraire, le bassin vers l'avant et les épaules en arrière. Ce genre de choses, tout ça, ça afflue sur le quotidien et sur la pratique sportive. Hop. Bonjour Jean-Luc. Mais ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est qu'on doit respecter les courbures naturelles de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que vous et moi, on n'est pas fait de la même façon. Ça ne veut pas dire que si moi j'ai les fesses un peu plus en arrière que vous, ou les épaules légèrement haussées, trop en arrière, c'est grave. Encore une fois, on vient travailler avec la courbure naturelle du corps. On limite certaines angulations, mais on vient le travailler. Donc ensuite, le menton parallèle au sol, pas incliné, pas toujours relevé, pas la tête avancée, plutôt dans l'axe du corps.
La position anatomique de base, ben là, vous la voyez. Il y a un alignement des épaules, hanches, genoux, on ne voit pas les chevilles. Donc, on parle de cette posture de base pour vérifier s'il n'y a pas des petits déséquilibres sur notre athlète, sur notre cobaye. On prend toujours pied serré, donc pied à peu près à largeur de hanche, les bras le long du corps, les épaules relâchées, muscles de façon générale relâchés, la tête droite et le regard devant. Partant de là, comme je vous disais, si je vois que mes épaules passent un petit peu devant ma ligne, ben, je sais qu'il y a certains muscles qui vont être trop forts par rapport à d'autres. À l'inverse, si j'ai l'os de la crête iliaque qui bascule vers l'avant ou vers l'arrière, je sais qu'il va y avoir un certain déséquilibre musculaire. Les chevilles rentrantes, les genoux, etc. Et des fois, c'est aussi accentué par des pratiques sportives. On voit souvent les nageurs avec les jambes arquées. C'est la pratique sportive qui veut ça parce qu'on développe certains muscles que d'autres. Donc, on scanne la posture de la position anatomique de base et on regarde l'ensemble des plans pour détecter d'éventuelles pathologies. Ce que je vous disais, ce que je vous répète depuis le début, soit je commence par le bas, soit par le haut. OK? Cervical dans l'alignement, épaules rentrées, le buste est relativement fier, le bassin est neutre, j'ai les chevilles qui rentrent. J'ai décelé deux problèmes, mes épaules et mes chevilles rentrantes. Je peux faire exactement la même chose du bas vers le haut. Et ensuite, je recommence face à mon athlète et dos à mon athlète. Et on observe absolument tout ce qui se passe sur le corps de votre copain. Donc, là, par exemple, j'ai une mauvaise posture. J'ai le bassin qui est trop en avant. Et donc, on vient mettre tout le temps en tension peut-être le psoas, les fléchisseurs de la hanche, par exemple. Le centre de gravité n'est pas le même, on ne répartit pas la charge de la même façon. Ou à l'inverse, j'ai une lordose lombaire. Ok, ma courbure est trop importante, je viens mettre une tension sur ma courbure lombaire. Peut-être que j'ai les ischios qui sont du coup très tendus parce que mes fessiers sont en étirement. Tout ça, ça va être à vous de le déceler. Ça, c'est la mauvaise posture récurrente, c'est les épaules enroulées. On est souvent de nos jours assis sur un bureau, sur une chaise, sur un ordinateur, sur le téléphone, ce genre de choses. La tête, donc là, on a une syphose dorsale, le dos est arrondi, et la tête est vers l'avant. C'est où tu prends le cours en photo ou tu écris des messages, je ne sais pas trop. Je ne t'entends pas. Non, non, j'ai pris en photo pour le mettre après dans mes cours. C'est D'accord. Ça veut dire maintenant, ce PowerPoint, tu l'as sur la plateforme, tu as tout le cours, si tu veux. Ah, ok. Télécharger directement, comme ça, tu t'embêtes pas. Ah, ok, d'accord. Ouais, tous les PDF sont disponibles normalement. On a mis à jour la base de Ok, données. ok. Donc, la mauvaise posture récurrente, c'est ça, du fait que de nos jours, on a beaucoup de travail dans les bureaux, qu'on est beaucoup sur nos téléphones et qu'on est très souvent sédentaire. On a une activité physique plutôt faible. Et donc, on sait que le mal du siècle, ça va être le dos, très souvent, par un manque de stimulation des abdos. Ensuite vient donc le polygone de sustentation. Le polygone de sustentation, c'est la surface entre les appuis, donc toute celle-ci. Pour une personne debout, il correspond à la surface d'appui des pieds au sol. Si le centre de gravité se trouve dans le polygone de sustentation, alors il n'y a pas de déséquilibre. Souvent, on va voir que je vais être peut-être un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière. Et du coup, mon centre de gravité, lui aussi, vient basculer. Si, donc, pour améliorer la stabilité, il suffit d'augmenter son polygone de sustentation. On vient peut-être écarter un petit peu plus nos appuis qui sont souvent très reculés. Si on est trop en arrière, on vient recentrer notre charge vers le milieu. Ça sera très important, notamment en haltéro, squat, etc. Cet écart, trop serré, pas assez d'appui, trop large, déséquilibre aussi. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Et donc, ça, c'est un mot technique qu'il faudra retenir, le polygone de sustentation. C'est l'augmentation de la surface d'appui au sol. Donc là, on va voir la pression des disques intervertébraux, pardon. Selon votre posture et le placement d'une charge, le disque il subit différemment la charge. Donc, par exemple, euh,
notre tête, notre centre de gravité, là, on pèse entre guillemets 50 kg. Dès que je suis assis, je viens relâcher la courbure, pardon, hop, au niveau du bas du dos. Ma charge est moins bien répartie, donc la pression des disques intervertébraux, elle correspond à 140 kg. Lorsque je m'incline vers l'avant, mon centre de gravité donc, est vers l'avant là aussi, ça équivaut à 150 kg, etc., etc. Donc vous voyez bien que quand je viens ramasser une charge au sol sans plier mes jambes en ayant le dos arrondi, 300 kg de pression sur les disques intervertébraux. Mais comment la pression elle peut être de 300 kilos si on porte rien, tout ça, juste en se cambrant? Ben, en fait, c'est le même principe qu'à la pêche. Tu prends ou même un poids. Je prends ce pot. Il est collé à moi. On va dire qu'il fait 1 kg. C'est pas lourd. Hein. Plus j'éloigne de mon couloir de poussée, plus c'est lourd. Hein. C'est le même principe, en fait. Hop. Euh, la charge, elle est éloignée de mon centre de gravité, de mon couloir de poussée. Et donc, je viens générer une pression sur tous mes disques. Et Ok. d'éloigner cette charge, ça donne un ressenti à près de 300 kg. Ok. L'autre exemple qui va être très parlant. Ouais, allez. On fait juste une interlude. On va voir comment parer au squat. Donc là, on a un athlète, c'est vachement important, qui doit réaliser 2 charges lourdes, 2 squats charges lourdes. C'est pas grave, tout va bien, on pourra. C'est chiant, je le sais. On est bon? Tu me dis. Il te reste 1 minute 20? Bah, parfait. Le diapo? Les deux là et les ok, ça marche. Ça fait 2 à 5. Ça, je te gère pas sur le drop jump. Mais... Ouais, 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 bien sûr. Tu me diras dès que tu es prêt. Donc là, on a l'exemple principalement du téléphone. Partant du principe où j'ai mon téléphone et que j'ai la tête dans l'axe de mon corps, ma tête pèse entre guillemets 5 kg. Plus je viens incliner ma tête et me pencher vers l'avant, même principe que sur la diapo précédente, ma tête va être de plus en plus lourde. Okay. Donc, bien gérer la posture au quotidien, ça va être fondamental pour éviter des petits traumas dans la vie de tous les jours. Voilà, on va voir les postures dangereuses et comment gérer les mouvements. Prends le temps, tranquille. Okay. Donc, on a un athlète qui doit réaliser 2 reps de squat et ensuite qui a un drop box jump. Donc, on va voir comment on part un athlète. Donc, il va se placer pied largeur de hanche. Il va placer la barre sur la partie charnue des épaules au niveau des trapèzes. Il va gérer son polygone de sustentation, donc l'écart de ses pieds, ce qu'on disait tout à l'heure. Et moi, je vais parler avec lui, je vais lui dire, donc, si tu as un souci, moi, je suis proche de toi et je vais passer mes mains sous les aisselles et l'aider à remonter en cas de problème. Ça, c'est une première parade qu'on peut mettre en place. Donc, c'est ça qu'on va réaliser tout de suite. Ouais. Bien. Allez, encore. Bien. Donc, vous avez vu, je me mets proche de lui et c'est là où le rapport au corps il est important dans notre métier. C'est qu'il ne faut pas que j'ai peur, que ce soit un homme ou une femme, de me mettre proche de lui parce que sa sécurité en dépend. S'il y avait eu un problème pour remonter, je passe mes bras sous les aisselles et ce qui est très important, c'est de lui dire de ne pas cesser de pousser. S'il relâche, je prends 100 kilos sur les avant-bras, c'est pas moi qui vais les retenir comme ça. Par contre, à nous deux, je le déleste de 30, 40 kilos et je l'aide à remonter. Ok. Ça, c'est une première sécurité possible. Ensuite, tout simplement, il y a... Parce que je les ai là-bas. Les petits leviers qu'on met ici. Si, imaginons, je ne suis pas là, Dan, il sait qu'il peut mettre ses leviers et en cas de problème, il se laisse dropper la barre dessus ou alors il a des disques adéquats, des disques d'haltéro qui lui permettent de vraiment lâcher la barre vers l'arrière si besoin. Mais c'est toujours rassurant et c'est plutôt important d'avoir quelqu'un pour parer en cas de charge lourde à déplacer.
C'est bon pour toi, Dan? Merci à toi. Allez, on redescend. Donc ça, c'est ce que vous aurez à réaliser durant vos EPMSP, si la charge le nécessite. Ça, c'est sur une charge que à deux, on peut gérer. Il y a d'autres exemples où la charge à deux ne peut pas être gérée, donc il y a 3 par heure. Un derrière, 2 sur les côtés. Et il faut surtout, autant pour vos EPMSP que de façon générale, ne jamais négliger la sécurité. Trop de sécurité, ça n'existe pas. Tout comme le risque zéro, il n'existe pas. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, Mathéo. Tu sais, sur les grosses compètes en haltérophilie où les mecs ils font des squats lourds, etc. Pourquoi ils sont trois à parer alors qu'ils auraient juste à mettre les bras de levier, tu sais? Euh, Parce que les bras de levier ne supportent pas jusqu'à une certaine charge. Ok, Et en ok, plus, ok. c'est que les barres d'haltéro étant très rigides, on la lâche, Ouais, elle peut rebondir et quand même blesser l'athlète. ok, Dans ça notre marche. système, quand on est seul, et que la charge le permet encore une fois. On va voir, on va arrêter le partage de cette diapo si je ne me trompe pas. Ouais, on va aller voir un autre exemple. Tac. Là. Donc là, même, on va voir 3 exemples au squat. Là, même exemple que ce qui vient de se passer. Vous avez vu, le coach est derrière, il est prêt à intervenir et on a un par heure de chaque côté, plus les bras de levier. Ça, c'est la sécurité maximale, entre guillemets. OK. Et ensuite, on va voir l'exemple un peu dramatique et ce n'est pas pour entre guillemets, vous heurter, mais récemment, il y a eu un athlète qui a réalisé un squat très lourd et qui n'avait pas prévu la sécurité nécessaire et qui s'en est pas sorti. Donc, on va juste, hop. Donc cet athlète, il va réaliser son squat. On voit qu'il n'y a pas de stop disque et qu'il n'y a qu'une seule personne pour le parer. Et la parade, en plus de ça, est vraiment pas optimale, on ne va pas se mentir. En tenant la barre à bout de bras, on ne va pas aider grand-chose. Et là, l'athlète bloque, ne peut pas remonter. Il ne peut absolument pas retenir la pression et il lâche complètement. Ça bug un petit peu. Il relâche la pression et il tombe. Ben, cet athlète, il s'est brisé la colonne vertébrale et il est décédé le jour d'après. Et c'est un athlète de très haut niveau qui était déjà sensibilisé à la sécurité, en théorie, et là, qui ne l'a pas mise en place. Donc, ce qu'on vous dit, c'est si la personne est confirmée et qu'elle a 10 kilos derrière sur le dos, vous n'êtes pas forcé d'être là à 10 centimètres et à parer. C'est pas ça. Mais c'est qu'il faut vraiment sensibiliser vos athlètes déjà sur les stop disques, sur les bras de sécurité, sur utiliser les bons poids avec 10, 20 ou 30 kilos sur des bumpers. Et si je suis seul et que j'ai un souci, je peux dropper ma barre, sauter vers l'avant. Ça peut marcher. Au-delà de ça, si vous êtes présent, à vous d'être garant de la sécurité. Vous veillez à ce que tout se passe exactement comme vous l'avez prévu. OK? Hop, on arrête ce partage-là, on reviendra sur d'autres vidéos. Mathéo, pour toi, c'est à partir de combien de kilos qu'on doit être à 3? Ben, en fait, ça va dépendre du niveau de l'athlète. Parce que, Parce que par exemple, là, lui, c'était un haut niveau, mais eux, ils n'ont pas pris la précaution de se mettre à 3. C'est-à-dire que pour eux, ils pensaient qu'il aurait pu réussir. C'est-à-dire que ça dépend de. ouais, mais il y a aussi l'excès de confiance, un peu peut-être de Ouais. l'ego. Ça, c'est au prépa ou à la tête de le jauger. Ouais. Mais effectivement, quand on voit la charge et quand on sait qu'il y avait peut-être, je dis n'importe quoi, une ou deux reps à faire, on sous-entend que c'est quand même très, 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 très proche du maximum et que la charge est vraiment conséquente. Donc, on met en place tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Ok. Repartons donc sur notre diapo. Partons du principe donc qu'on utilise une machine guidée. L'intérêt, ça restreint le mouvement vu que c'est dans un axe prédéfini.
Ça isole un peu plus les muscles et ça complète le travail effectué en charge libre. Alors, en théorie, c'est idéal quand on revient de blessure et qu'on est en pleine réathlétisation. Ça, c'est un parti pris. Vous êtes d'accord, vous forgerez votre esprit critique au fur et à mesure. Ça a surtout un aspect sécuritaire. J'ai juste à faire une petite rotation et ça clipse ma barre et c'est terminé. Ou je lâche et le système fait que la barre, elle descend vite, mais vraiment moins vite qu'une barre classique et il y a toujours des bras de sécurité. L'inconvénient, ce qu'on disait, c'est qu'elle n'est pas adaptée à toutes les morphologies et que du fait que l'axe soit bloqué, on ne travaille pas les muscles stabilisateurs. Quand je fais un squat à ma charge libre, oui, je travaille mes quadris, mes ischios, mes fessiers. Mais en plus de ça, je supporte ma charge sur le dos, donc j'ai tout un travail directeur du rachis et de stabilisation à faire, que je n'ai moins à faire sur une Smith Machine. Donc les charges libres, donc on va voir autant que ce soit les haltères, les kettles, les barres, les disques ou poids de corps. Encore une fois, il n'y a pas de trajectoire imposée. Donc ma réalité anatomique, si j'ai des très grands fémurs, je peux amener mes jambes un peu plus vers l'extérieur, mes genoux un peu plus vers l'avant, m'incliner. Je peux le respecter, ce qui n'est pas possible sur une machine guidée. Quand on dit travail en 3 dimensions, c'est ce qu'on disait, c'est ma stabilisation avec mes muscles stabilisateurs. Le danger, là encore, c'est que si je ne maîtrise pas mon mouvement, je vais compenser d'une certaine façon qui ne sera peut-être pas la plus optimale. Notamment sur le squat, je vais arrondir mon dos, je vais avoir les genoux qui rentrent ou ce genre de choses. Okay. Donc vous sensibilisez vos athlètes à l'utilisation de l'une ou de l'autre. Ensuite, on va voir le blocage respiratoire. En fait, du moment où la charge est relativement légère, donc on va dire autour de RPE 6-7, on peut proposer une respiration dite classique. Inspire à la descente, serre tes abdos, souffle au dernier tiers de la remontée, par exemple. Jusque-là, rien d'anormal. Dès que les charges commencent à être très conséquentes, on va dire jusqu'à 5 répétitions, et encore c'est déjà beaucoup, on va utiliser ce qu'on appelle le blocage respiratoire, la méthode Valsalva. On vient aspirer l'air et gonfler la poitrine et bloquer l'air au niveau de l'estomac, pas au niveau de la gorge. Ça fait une pression intra-abdominale, je viens faire descendre mon diaphragme et ça vient rendre le tronc dur, ce qui permet donc d'être plus gainé, plus stable et plus fort. On fait un bras de force au niveau de l'abdomen. Donc, comme on vient maintenir la colonne vertébrale, on diminue le risque de blessure. Mais par contre, il arrive très souvent que les athlètes utilisent mal. On le voit dans les compétitions, soit ils tombent dans les pommes derrière, ou ils ont les vaisseaux qui pètent au niveau des yeux, parce qu'ils font peut-être un blocage au niveau de la gorge, ce qu'il faut éviter de faire au maximum, ou alors qu'ils relâchent la pression trop vite. Et là, du coup, c'est comme quand vous vous levez très rapidement le matin sans avoir déjeuné, que vous étiez allongé, vous avez les étoiles. Okay. Donc ce blocage respiratoire, on le propose pour les charges lourdes et pour les athlètes aguerris. Vous ne le proposerez pas à un novice. Ok. Il y a des questions là-dessus? C'est bon pour vous? Okay. Donc ensuite, il y a différentes techniques de prise de barre, notamment le hook grip. On en a parlé dès la première séance d'haltéro. Le hook grip, concrètement, c'est le grip le plus naturel possible. Un enfant, un bébé, quand il va prendre quelque chose, instinctivement, il va fermer le pouce dedans. Donc, ça permet à la barre de ne pas glisser et pour les barres d'haltéro notamment de rouler autour de l'axe. Elle s'utilise beaucoup pour les tirages, le rowing, les mouvements d'haltéro, soulevé de terre. Ça a un avantage aussi certain, c'est que en venant crocheter la barre, je viens un petit peu désengager mes muscles pronateurs qui sont souvent un facteur limitant du grip. Okay, je manque de grip, donc ma barre lâche. Avec le hook grip, je viens compenser un petit peu ce manque de force au niveau des muscles pronateurs et supinateurs. Votre rôle à vous, il est réguler la charge, l'intensité et la sécurité avant tout. Vous faites une erreur, votre pratiquant, il peut avoir d'une simple entorse à, on l'a vu précédemment, pas s'en sortir. Mouvement qui se fait souvent en préparation physique, le
box squat. Donc, j'ai ma charge ici, j'ai ma box et je viens m'asseoir et remonter. OK? Si je manque ma consigne d'exécution et que mon athlète vient s'asseoir et redresser le buste dans l'axe. On l'a vu sur les diapos précédentes, 140 kg de pression sur les disques intervertébraux, en plus de ma charge additionnelle. Et là, vous êtes sûr qu'il y a une blessure. Sur ce mouvement, on vient toujours garder les épaules et le tronc engagé pour garder la compression abdominale. Donc, on analyse dès le départ la posture de notre athlète et on régule. Je sais que mon athlète a les genoux qui rentrent, ben, je lui donne pour consigne, pousse les genoux vers l'extérieur. Et pendant qu'il le fait, s'il a les genoux qui rentrent parce qu'il est concentré sur je pousse, non, je lui redis, pousse vers l'extérieur. C'est pas que vous avez donné les consignes, bon, bah, c'est bon, je peux regarder ailleurs. Non, vous êtes garant tout au long de l'exécution du mouvement. Hop, on va voir ensuite. Question concernant les genoux qui rentrent. Si on voit que bah, au fil des jours, des semaines, etc., c'est un problème qui est constant et que même quand on dit de pousser vers l'extérieur, ça ne change rien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il arrête de rentrer les genoux? Alors, on va dire que sur un athlète classique, c'est un déséquilibre musculaire, peut-être les adducteurs un peu plus forts que ses quadriceps, ses ischios, ses fessiers, on va dire notamment même les fessiers sur l'extension de hanche. Donc, vous pouvez mettre du renforcement d'assistance, Ok, muscle extenseur. Passer un certain niveau et une certaine charge, ça se voit beaucoup en haltéro, en force athlétique, les genoux qui rentrent. Mais il y a une élasticité musculaire qui s'est créée, il y a un renforcement spécifique qui s'est créé, et c'est relativement maîtrisé. Nous, ok, on est avec un athlète tout venant, on propose quelque chose pour compenser ok, cet écart musculaire entre deux muscles. Ok. ça marche. Donc, on a vu la parade au squat. Je passe mes bras sous les aisselles, je mets les bras de levier, je mets bien mes stop disques. Ensuite, souvent, on va bosser très souvent sur du développé couché. Donc, on va voir les erreurs fréquentes au développé couché. Hop. Est-ce que c'est là. Donc déjà, première erreur, est-ce que vous constatez quelque chose? Les pouces, là, il n'a pas fermé, il a un suicide grip. Exactement, le suicide grip. Donc c'est quand j'ai la main comme ça et non comme ça. Ça, c'est à proscrire, à bannir. Parce qu'une erreur et la barre glisse à cette charge-là, même sur 50 cm, 130 kg qui vous tombent sur le sternum. Pour ceux, je crois qu'on a, s'il y a des rugbyman, des joueurs de foot US qui ont déjà pris juste un contact au niveau du sternum, vous savez à quel point c'est douloureux. Donc le suicide grip à proscrire. Vous sensibilisez d'office votre athlète. On verrouille avec le pouce. OK. Comment je m'installe sur un développé couché? Quelqu'un peut me donner les consignes qu'il donne ou qu'il réalise lui-même lorsqu'il s'installe au développé couché? Euh, Moi, personnellement, après, je sais qu'il y a pas mal de façons de faire et que c'est chacun un petit peu sa manière de travailler, mais moi, en l'occurrence, à mes jeunes, je leur dis de bien ancrer leurs omoplates dans le banc. Oui, Je leur dis de descendre leurs pieds, leur pointe des pieds jusqu'à ce qu'elles soient à plat oui. et de ponter le dos et d'engager du coup leurs dorsaux. Mhm. Et ensuite, du coup, une fois stabilisés, là, qu'ils peuvent déraquer la barre pour commencer leur mouvement. Ok. Tu ne donnes pas d'indication au niveau du. Bah, est-ce que j'ai ma barre ici? Est-ce que je l'ai Ah là? oui, oui, pardon, ouais. Oui, bien Les sûr. yeux Du coup, sous la bah, la barre. barre, elle doit partir un petit peu en dessous de sous les yeux. Et elle doit faire avoir la trajectoire la plus rectiligne possible en venant toucher le sternum et en remontant sans faire de vagues, quoi. Exactement. Donc les yeux sous la barre, les pieds ancrés au sol, les fesses en contact. Il y a pontage et pontage. Est-ce que je viens vraiment là ou est-ce que simplement de venir serrer mes omoplates, contracter mes fessiers, ça vient créer une petite arche, un petit pont musculaire qui va être utile. À l'époque, on disait il faut mettre les pieds sur le banc pour avoir le dos bien à plat.
Ben, on a vu précédemment que si notre colonne elle a une courbure, c'est pour répartir la charge. Donc, on respecte ça. On évite très, 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 très fortement les pieds à plat ou les pieds à l'équerre relevés comme ça. Ok. On Mais continue. pourtant, il y a une variante du bench qui s'appelle le Larsen là et qui est pas mal utilisée. Exactement. C'est un renforcement d'assistance pour travailler la stabilisation du haut du corps et le gainage. Ok, d'accord. Et c'est un exercice d'assistance. On ne va pas faire son PR en Larsen. Ou alors, c'est juste pour se la raconter et c'est pas Ok, fait. ouais, bien sûr. Ok. Et oui, c'est un travail d'assistance, absolument. Donc là, on voit qu'il y a une non-maîtrise de la descente de la barre et on vient pousser d'un côté et de l'autre. Oh, il n'y a pas de stop disque. C'est sûr qu'il y a une catastrophe qui se passe. OK? Donc, stop disque. L'excuse de non, non, mais je ne les mets pas comme ça, je peux décharger la barre. Non, c'est une connerie. OK? Et surtout, quand je viens parer, je ne mets pas juste le bout des mains. Soit je prends une prise neutre et je plaque la barre contre les bras et ensuite on l'accompagne, on la fait descendre sur un des deux taquets. Soit la barre est vraiment basse et j'aide à remonter. C'est pour ça que souvent, il y a des petites marches qui sont mises derrière pour que vous ayez plus d'amplitude pour pouvoir aider. Et c'est comme au squat. On dit surtout à notre athlète de ne pas relâcher complètement. Il continue de pousser. OK? Donc on voit que la trajectoire jusque-là, elle n'est pas trop mauvaise. Et c'est à la remontée qu'il y a un déséquilibre. Et là, vous avez vu, on vient parer à demi-teinte. Non. Là, il y a un gros souci de sécurité. J'attrape la barre et j'aide. Vraiment. Et là, bah, vraiment, décharger la barre, c'est une catastrophe. D'autant plus parce que lui peut se blesser, mais la barre en remontant, elle peut complètement blesser le parade. Okay. Donc, on a vu la parade au développé couché, la parade au squat. Est-ce qu'il y a une parade en soulevé de terre? Ou quelle sécurité je vais donner en soulevé de terre? Elle, Non, il n'y elle en est a peut-être pas. moins nécessaire, vu qu'on peut relâcher la barre pardon, dès qu'on le sent, quoi. Ouais. Concrètement, les consignes de sécurité au soulevé de terre, pour vous, ça va être l'organisation de l'espace. Prévoir qu'effectivement, si bah, il y a un étourdissement parce que la charge est lourde, que j'ai bloqué ma respiration et que je l'ai relâché trop vite et que bah, il faut qu'il n'y ait rien derrière, rien devant et rien sur les côtés. Pour que bah, si malheureusement il y a quelque chose qui se passe, pardon, l'athlète puisse bah, tomber dans les pommes en sécurité, entre guillemets. Vous n'allez pas rester derrière, vous êtes à 1 mètre. Si vous voyez qu'il va basculer, vous pouvez venir vous placer derrière. Mais en soi, il n'y a pas de parade à proprement parler. Est-ce que sur le squat clavicule, il y a une parade? On peut faire la même que sur le squat normal, mais il peut le balancer la barre devant si jamais ça va pas. Ouais, on ne part pas très, très, très rarement au squat clavicule. Soit Ok. j'utilise mes bras de force, mes bras de sécurité, soit effectivement, ben, partant du principe où j'ai ma barre ici, je peux dropper vers l'avant et moi sauter vers l'arrière. Sur un développé halter, que ce soit incliné ou classique. Avec les mains sous les coudes. Alors, si c'est pas trop lourd, on peut mettre les mains sous les coudes, mais le risque, c'est que s'il y a un problème, moi je pousse et lui il relâche et il se fout l'haltère dans la tête. Si c'est pas trop lourd et que c'est vraiment pour accompagner, on peut accompagner sous les coudes. Sinon, vous pouvez vous permettre vite d'agripper les poignets et de tirer. C'est pas pratique, effectivement, mais ça peut se faire aussi. Les deux sont recevables. On a vu les mouvements rois, le squat, le soulevé de terre, le coucher, une petite variante du coucher, une petite variante du squat. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup plus à faire. Au biceps curl, il n'y a pas de parade. C'est des consignes d'exécution qui vont faire que. Tous les exercices comme ça, il n'y a pas trop de sécurité à mettre en place. Après, c'est la connaissance des machines. Sur une presse, il va y avoir un levier qui vous permet de bloquer bah, la presse en cas de non-réussite. Par contre, consigne de sécurité, je ne vais jamais en hyper-extension avec mes jambes. Je vous passerai la vidéo où les genoux plient dans l'autre sens. OK? Oh là, mais il y a des petits soucis de connexion. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce que j'essaie d'aller voir si mon athlète là-haut a fini pour qu'on visualise la parade au développé couché, ce genre de choses, ou est-ce que c'est assez clair pour vous? Petite question, moi. C'était par rapport à la question qu'il avait posée Antonin tout à l'heure, là, quand il y avait les genoux qui rentrent, tout ça, tu disais que c'était par rapport à un déficit musculaire ou quoi. Moi, quand j'ai fait ma réathlée pour les croisés, en gros, j'ai une flexion de cheville qui est catastrophique. Ouais. Et du coup, du coup, les mecs, pour ça, ils me mettaient des cales, tu sais, sous les pieds, des petites. Et bon, du coup, je faisais ça avec eux. Ils trouvaient que je bossais mieux mes quadris avec Exact. ça. Sauf que je suis arrivé au club et ils m'ont dit non, non, tu t'enlèves ça et tout, c'est pas bon et tout pour les postures, tout ça. Donc, Alors, en fait, la cale, c'est un pansement. Le problème de base, c'est ta mobilité de cheville. hum, Tant que tu travailles ta mobilité de cheville, il faut quand même que tu bosses correctement. Donc, on vient tricher en mettant une petite cale sous les talons. Mais encore une fois, c'est un pansement. On ne garde pas un pansement ou un strap éternellement. On ok. vient attaquer le cœur du problème, c'est-à-dire ta mobilité de cheville. S'ils veulent pas que tu mettes des cales, achète des chaussures d'haltéro, elles sont naturellement surélevées, tu auras exactement le même ressenti. Mais bosse ta mobilité de cheville, parce qu'effectivement, c'est un énorme facteur limitant sur ta flexion. Ok. Mais tous ces petits problèmes-là, en fait, oui, on va avoir des petits codes de triche, un peu des petites astuces pour l'instant T, bah, être en sécurité et répondre à la problématique. Mais il ne faut pas oublier le Ouais, principal et le traiter. ok. Parce que, ouais, ils avaient mesuré du coup et je dégageais beaucoup plus de force dans les quadriceps quand j'avais les cales que quand je les avais pas. Donc, Ça, c'est moi, je me normal. suis dit, ben, c'est top, je bosse mieux avec ça, je vais les garder. Mais en fait, C'est un exercice qui existe, le cycliste squat. On vient resserrer les pieds et les surélever vers l'avant et je viens faire mes flexions. Et donc, c'est pour justement bombarder les quadris. C'est un exercice. Mais si tu veux faire du squat en 5x5 en force et que tu es obligé de mettre les cales, au bout d'un moment, ça va être limitant. Parce que justement, ouais, sur ta surface d'appui au sol, tout est sur tes quadris. Donc, c'est un peu con. Le but, c'est que plus ouais, tu sollicites de groupes musculaires nombreux et puissants, plus tu vas soulever lourd. Si la cale, elle oriente tout vers tes quadris, il va y avoir le facteur limitant au bout d'un moment, c'est bah, mes quadris seront plus assez forts. C'est pour ça qu'il vaut mieux, oui, le temps de travailler ta mobilité de cheville, surélever légèrement les talons. Tu peux, que ce soit via des chaussures d'haltéro, des chaussures CrossFit, genre les Metcon, qui ont des petites talonnettes intégrées souvent, ou des cales avec des disques. Mais il faut traiter le cœur du problème, qui reste ta mobilité. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est assez clair pour vous? Est-ce que... Donc là, vraiment, cours important, on se le rappelle pour vos EPMSP, c'est qu'on va vous demander de mettre en place un exercice avec un paramètre d'effort, X ou Y. Ben, on veut faire de la masse, vous rappelez votre tableau, OK, la masse, attends, c'est combien de séries, combien de répétitions? OK, c'est bon. On va faire du 4x8, RPE 8, ça sera bien. Et je vais mettre quoi? Ben, je vais mettre du squat. OK, on fait la gamme montante. Je donne toutes mes consignes de sécurité, de placement. Pied largeur de hanche, le buste fier, la barre sur la partie charnue des trapèzes, on serre les abdos. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. OK. Alors à la flexion, tu inspires, tu serres fort tes abdos, tu pousses et tu souffles au dernier tiers. Parfait, je vois que tu maîtrises. J'ai vu que tu étais un peu fatigué, donc je vais me placer juste derrière toi en cas de souci et vous expliquer tout, tant vos consignes d'exécution que de sécurité. On reverra ça en présentiel, on testera, on s'entraînera et ensuite vous serez apte à passer vos EPMS. Par contre, il faut que pour la semaine prochaine, votre tableau, vous l'ayez tatoué. Prison Break. Vous le connaissiez. Mes paramètres d'effort par rapport à mes objectifs. Plus tôt vous le connaîtrez, plus simple ce sera pour la suite, surtout. Ça marche? Ouais. Stop disque, parade, consigne d'exécution, consigne de sécurité. Vous serez pas mal pour les EPMSP. Le tableau dont tu parles, c'est celui qu'on devait remplir après les séances de muscu, tout ça, là?
Non, ça c'est moins un tableau pour savoir quelle charge vous déplacez, quel ressenti vous avez. Le tableau, c'est celui des paramètres d'effort avec force max, série 1 à 5, répétition 1 à 6, pourcentage Hmm. 400%, RPE Ok, 8 à 10, etc., etc. ok. Ce tableau-là, il est très, 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 très important. Sans lui, vous ne pourrez pas avancer tant comme prépa que dans la formation. Parce que c'est la base. Savoir que si je veux faire de la masse, bah, c'est 8, 6 à 10 répétitions, que si je veux faire du volume, c'est 12 à 15, etc. Il faut que vous le connaissiez, que ce soit inné chez vous. OK. Concernant les devoirs, là, j'ai 18 mails à traiter, donc je vais revenir vers vous tout de suite à la fin du cours en fonction des devoirs que vous m'avez envoyés. Si vous avez des questions qui émergent après le cours, n'hésitez pas. Des fois, je réponds le week-end, des fois pas. Vous m'excusez, j'ai une activité en plus de mon travail ici. Donc, si je peux répondre, je réponds. Si je peux pas, ben, ça attend le lundi, mais vous inquiétez pas. Ça marche pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, si vous voulez pas d'illustration de parade, eh ben, je vous libère pour la matinée et je reviens vers vous pour les devoirs très vite. Ça marche? Mathéo, Mathéo, j'avais juste une petite question, moi. Bien sûr, dis-moi. Par rapport à la sécurité sur le squat, est-ce qu'on peut mettre les barres de sécurité plus se mettre derrière, en fait, en parade? Sûr, complètement. Ouais, ok, Complètement, ça marche. complètement. En fait, bah, plus votre athlète il a que à se concentrer sur son squat, mieux c'est. Ok, Donc, merci. bien sûr, tu peux absolument le placer dans les bras de force et te placer toi derrière en sécurité. Et là encore, c'est une gestion à avoir, c'est que sur les séries d'échauffement, c'est là où vous faites votre scan. Il n'y a pas de risque, il y a les bras de sécurité, mais la charge n'est pas assez importante pour que vous ayez besoin de parer. Vous faites votre scan. Ok, j'ai remarqué que tu avais le dos qui s'affaissait un petit peu. Viens sortir la poitrine et avec tes coudes, ils sont à l'équerre, viens les placer dessous et pousser ta barre pour te redresser. Vous avez noté qu'il y avait un petit problème, vous donnez la correction technique. La charge augmente. OK. Maintenant que tu maîtrises les conditions techniques que je t'ai énoncées, moi, je vais me placer derrière s'il y a un problème. Nanana, nanana. Et Ok, vous avez rempli votre rôle. Le scan, les conseils d'exécution, les conseils techniques et la sécurité. ça marche. Bon, super, super. Et moi, Mathéo, c'était juste pour te dire que mon devoir de musculation, tu l'auras du coup dans l'après-midi, c'est début d'après-midi que je vais aller faire ma séance. Ouais, ça marche, pas de souci, Voilà. Ouais, pareil pour moi. pas de problème. Et encore une fois, si vous avez des séances d'entraînement, vous allégez. Tout ce qu'on veut, c'est avoir les ressentis, si vous avez bien compris ce qui était demandé. Si c'est testé juste sur une série, le tempo, pour voir que c'est un tempo qui bombarde pour ceux qui l'ont fait et qu'il n'est pas agréable forcément à tenir sur le nombre de répétitions et de séries, c'est juste ça. Ok. Vous familiarisez avec l'objectif masse et comment on le gère. Bon, Mathéo, je reviendrai vers toi cette semaine parce que je dois voir avec le prépa si je vais peut-être pouvoir reprendre enfin, la muscu et tous les exercices qu'on doit faire. Du coup, si je peux si je peux reprendre, je reviendrai vers toi Ouais, pour ça faire marche. Du coup, là, je ferai la séance qu'on devait faire. Du coup, si je peux reprendre. Ça marche, il n'y a pas de souci. On fait comme ça alors. Mathéo, Ouais, dis-moi. c'est possible de l'avoir la parade? De l'avoir là, pardon? La parade de l'illustration de votre cobaye. La revoir. Ouais, Alors, si c'est pour le squat, c'est filmé. Donc, dès que je poste la vidéo, tu auras la parade du squat. Ou ouais. tu veux voir une autre, genre sur le développé couché ou autre. Ouais, une autre si c'est possible. Oui, je vais lui demander s'il est par là. Si jamais je prendrai quelqu'un d'autre. Tu veux bien faire une rep de développé couché barre à vide pour que je monte la parade? Merci. Non. Euh,
Voilà, donc on a de la charge, on a mis les stop disques. Donc les consignes de placement, les yeux sous la barre, les pieds ancrés au sol, il vient ouvrir la cage thoracique, serrer les omoplates. Moi, je me place derrière. Il n'a pas le souci de grippe. Si c'est lourd, je peux même l'aider à déraquer. On se donne un décompte. 3, 2, 1. C'est prêt? Ouais. Allez, inspire. On repousse. OK, une deuxième. Et là, il galère un petit peu. J'empoigne ma barre et je l'aide à revaquer. J'interviens sinon du moment où, quand il pousse, la barre redescend légèrement. Tiens, vas-y. Donc on descend. Là, il pousse, il bataille, la barre, elle commence à redescendre. J'interviens de suite. Et dans le pire des cas, on a réglé les sécurités juste en dessous pour que si je suis absent, bah, il puisse poser la barre sur les sécurités et se faufiler en dessous. Ça marche? Est-ce que l'angle était bon? Parce que je ne vois pas d'ici. Ouais, ça allait, ouais. Ouais, c'était bon. Ça t'aide un petit peu, Mamadou? Ouais, c'est bon, nickel, ouais. Oh, super. Je voulais avoir un visu, donc autant. Et après, de toute Merci. façon, on en verra d'autres la semaine prochaine pendant les EPMSP. Enfin, avant les EPMSP, on en reverra d'autres. Ok, pas de souci. Merci. Parfait. Eh bien, écoutez, si c'est bon pour vous, moi, je vous libère. Et je vous souhaite une bonne journée et je corrige vos devoirs de suite. Je prends un café et je m'y mets. Et devoir de quoi, Mathéo? Je ne sais pas, j'ai reçu plein de mails avec des devoirs, donc je suppose qu'il y en a qui m'en ont envoyé ce week-end ou en fin de semaine. Il n'y avait pas sur le cardiovasculaire. Si, finalement, il y en avait un. Voilà. Il y en avait un. En fait, ce que je disais, c'est que j'ai préparé 12 semaines d'avance et que des fois, je ne sais plus quand il y a les devoirs ou quoi. Ah, il y en Donc, avait un, putain, j'ai pas. à tout moment, c'était juste le bouton muscu ou sinon, c'était le devoir cardiovasculaire. Il va relativement vite, c'est de la reprise de cours. Ça marche. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ouais, merci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.